Face à face, un podcast du Musée d'archéologie nationale. 3e épisode, le masque de Monterland. Nous sommes ensemble ici pour parler d'abord du masque de Conflans, qui est la vedette du jour, mais enfin, si ce masque nous renvoie tout naturellement à l'amateur d'antique, on n'oublie pas que Monterland fut d'abord un écrivain. Interviewé par Jean-José Marchand en mai 1971, il lui disait « J'étais vraiment un littérateur né, dès 7 ou 8 ans ». La suite, Monterland l'a, pour ainsi dire, résumé à notre attention dans l'interview de 71, quand il a défini les 4 passions de sa vie. L'écriture, l'Antiquité romaine et le latin, les camaraderies de collège, comme il dit, la tauromachie. Alors, la vie de Monterland, elle est assez étonnante, puisque, d'abord, rappeler qu'il est né en 1895. Alors, c'est important parce qu'il fait partie de cette génération d'écrivains qui a eu 20 ans pendant la Première Guerre mondiale. C'est la génération d'Aragon, de Céline, de Giono. Giono est né en 95 aussi. Et puis ensuite, c'est une vie par étapes. D'abord, la guerre de 14-18. Alors, il est réformé en 1914 pour hypertrophie cardiaque, mais il est quand même engagé en 18 et il va aller sur le front à 23 ans et il sera blessé assez grièvement. C'est important parce que c'est un épisode qui va revenir plusieurs fois dans son œuvre. Il souffrira toute sa vie de cette blessure. Il va écrire un roman sur la guerre, Le Songe, en 1922. Alors ensuite, il y a peut-être la partie la plus glorieuse et la plus sympathique de la vie de Monterland, c'est sa vie de voyage. Olivier Frébourg, dans une préface à ses carnets, a dit « À 30 ans, il enferma sa vie dans 2 valises. Il part. Et il va vivre, évidemment, dans les pays du Sud, en Espagne, mais surtout en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc. Et c'est quelque chose qui va être très important dans son œuvre, puisqu'il va y avoir des traces considérables de ses voyages alors qu'il est un homme jeune. Alors la Seconde Guerre mondiale, il devient correspondant de guerre et il va être à nouveau blessé sur le front. Ce qui fait qu'il va quitter le front en juin 40 et il va se rejoindre le sud de la France où il va rester un moment. Et puis alors peut-être une dernière partie qu'il faut mentionner évidemment c'est son suicide à la romaine et puis surtout on a parlé de sa mort romaine et puis le fait qu'on ait dispersé ses cendres sur le forum. C'est pas très connu d'ailleurs des gens aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'assez unique et qui évidemment pèse lourd sur la signification qu'on peut donner à ce geste post-mortem. Comment est Monterland ? Combien de fois m'a-t-on posé cette question ? Car Monterland est invisible, inaccessible, entouré de légendes, de mystères. Il habite une forteresse. Monterland ne ressemble à personne, ni physiquement, et encore moins dans sa personnalité. Je sens avec lui une liberté de parole dans tous les domaines. Espèce de déité en acier, la qualité multiforme de son esprit étonne toujours à nouveau. C'est comme si des régions en vous s'éclairaient, qui généralement étaient restées dans l'ombre. Monterland m'intéresse aussi parce que c'est un cas assez unique dans l'histoire littéraire du XXe siècle, d'un écrivain qui a été très très important, qui était un des écrivains majeurs du XXe siècle et qui ensuite a été éclipsé, dont l'œuvre a été vraiment largement oubliée pendant pas mal de temps, pendant plusieurs décennies. On a refusé de le lire pendant un certain nombre de temps. Alors, il me semble que aujourd'hui, en tout cas depuis peut-être 2 décennies, on redécouvre un peu l'œuvre de Monterland. Je vais essayer de voir pourquoi. Parce que justement, on commence à se rendre compte que d'abord, c'est pas une œuvre monovalente, c'est une œuvre plurielle, très riche. Alors, d'abord multiforme, c'est-à-dire elle s'étend dans tous les genres littéraires. Monterland, c'est un essayiste, c'est un dramaturge, c'est un romancier, c'est un diariste. Ses carnets sont très importants. Donc, en fait, c'est une œuvre qu'on peut aborder à partir de tous les genres littéraires. Parmi les thèmes récurrents de Monterland, à côté de la corrida et de la volupté,
un latinisme qu'il préfère à plaisir, il y eut l'Antiquité. Et il en a mis un peu partout dans son œuvre dès qu'il eut découvert le monde ancien, le monde romain plus précisément, en lisant Quo Vadis. Ce livre lui fut offert en 1904 dans une version expurgée à l'usage de la jeunesse par sa grand-mère et sa mère. Ce livre a pesé sur son œuvre et sur sa vie jusqu'à la fin. Ma mère ne croira jamais que je suis restée si longtemps à chercher ma ceinture perdue. Monterland m'invite à dîner. J'arrive quai Voltaire à 8h. Il habite depuis 10 ans dans une maison du XVIIe siècle. Cette maison fut habitée par Alfred de Musset et son frère. Dans les alentours, la maison où mourut Voltaire. Un peu plus loin, celle où Baudelaire écrivit Les Fleurs du Mal. La cour de la maison vous met tout de suite dans l'atmosphère. Au fond, le perron d'un antiquaire est flanqué de 2 sphinx de granit. L'Antiquité, avant même que nous ayons franchi son seuil, nous annonce Henri de Monterland. Le domestique m'introduit dans la pièce que je connais, froide, pleine de statues romaines, vide de tout confort. Mon préféré, dit-il, un masque troué de guerrier. Son appartement du quai Voltaire était très particulier, puisque la pièce qui donnait du côté de la Seine, c'était une sorte de musée, où il avait entreposé tous ces bustes romains. Cyprio dit d'ailleurs, dans cette pièce, c'est l'Antiquité chez soi. Donc il vivait dans l'Antiquité, dans cette pièce-là. Bon, c'est quand même très particulier, tout de même. Et alors évidemment, le fait de vivre au milieu... c'est pas vrai, il ne vivait pas absolument au milieu des masques et des bustes antiques, mais en même temps, c'était quand même une sorte de pièce qui était une sorte de sas pour entrer chez lui. Il fallait en passer par là. Donc évidemment, je ne sais pas si on peut parler d'obsession des masques, mais en tout cas, il y a un leitmotiv des masques dans son œuvre et qui incontestablement est à rattacher aussi à son goût du masque, son goût presque muséal du masque en fait. Alors bien sûr, il y a aussi, comme vous l'évoquiez, son livre sur la tragédie. Ce sont des notes, des notes de théâtre sur toutes ces pièces, qui sont très intéressantes. Alors il appelle ça la tragédie sans masque, parce qu'évidemment, pour lui, le théâtre on doit tout voir, le théâtre doit tout dire. Donc c'est presque paradoxal en fait. C'est un des grands auteurs tragiques du XXe siècle, et en même temps, quand il parle du théâtre, il dit que finalement, il ne faut pas qu'il y ait de masque. Il faut qu'au théâtre, on voit tout. Il doit tout. Et je me souviens de cette formule. Pourquoi sans masque ? Parce que justement, on doit tout voir et tout dire au théâtre. Pour le masque, on pensera même plus précisément à cette page de l'Éventail de fer datée de 1942, où Monterland décrit l'objet comme une visière de casque que l'officier romain baissait sur son visage pendant qu'il combattait. Tout le monde sait maintenant que cette interprétation a été abandonnée, mais plus important peut-être, c'est l'idée que se faisait Monterland de ce masque. L'image d'un visage, a-t-il écrit alors, conçu selon le type grec du 5e siècle avant l'ère, plein d'une sérénité idéale. C'était une vision de l'objet qui servait mieux son propos, qui était de disserter comme il l'avait si souvent fait et comme il ne cessera de le faire sur le dualisme de la nature, avec une N majuscule, aussi bien que de la nature humaine. Ainsi, disait notre collectionneur, le héros porte merveilleusement au cœur de la mêlée cette image de la sagesse apollinienne. Monterland fut assurément un amateur d'antique, mais un amateur qui les a mis au service de sa pensée et de son art, en un mot, de sa vie.
On dit que pour connaître un homme, il faut connaître sa demeure, et cela est très vrai. Personne, hormis quelques très rares intimes, ne connaît la chambre de Monterland, son cabinet de travail, le décor dans lequel réellement il vit et crée ses ouvrages. Comment est la bibliothèque ? Comment est le bureau ? Tout ce qui pourrait donner une impression d'intimité est repoussé derrière un rideau de fer. Il y a là, manifesté par un intérieur, une des caractéristiques les plus frappantes de sa nature, la réserve, la vie privée tenue à l'écart de tous. Les objets de son salon sont des antiques, grecs, romains, égyptiens. Je ne les décrirai pas, Monterland se réservant de le faire un jour. C'était Face à Face, un podcast du Musée d'archéologie nationale. 3e épisode, le masque de Monterland, avec Pierre Duroisin, auteur de l'ouvrage Monterland et l'Antiquité, et André-Alain Morello, maître de conférence à l'Université de Toulon. Et avec la participation de Marine Burel pour l'interprétation des mémoires de Marguerite Loz et Mariette Lidis.